Tobshukan Watanabe avait orchestré la soirée non comme un anniversaire, mais comme le lancement d'une campagne. Des projecteurs or rose inondaient la concession familiale. L'orchestre répétait des medleys de louanges et les agents du protocole car il dirigeait sa maison comme un ministère avait vidé la cour des cousins ordinaires dont la joie non calibrée risquait de tacher les photographies. Le 70e anniversaire de son père devait être un toast au nom des Watanabe, à l'héritage, à la discipline. À un fils qui avait transformé un obscur chef de quartier en un homme courtisé par les sénateurs. Nena, drapée dans un pagne vert aux lignes de palmier et parée de corail discret, se mouvait parmi les invités avec l'autorité feutrée d'une femme qui sait où se trouvent tous les interrupteurs. Jadis, elle avait tenu tête à des banquiers pour une décimale, poursuivi des chefs qui menaçaient de retirer des titres, et portait la dignité de cette famille comme d'autres portent un enfant, tout contre soi, avec précaution, sans ostentation. Elle servit à son beau-père une petite mesure d'amère, ajusta son pagne, et chuchota quelque chose qui fit sourire le vieil homme comme un garçon voyant la première pluie. Tout semblait suffisamment ordonné pour que même les médisants, ceux aux langues aiguisées par l'ennui, ne trouvent rien à redire, sinon la perfection elle-même. C'est alors que le convoi surgit, sirène hurlante. Les grilles, trop empressées d'obéir, s'ouvrirent en grand, et les phares tailladèrent la pelouse de 2 cicatrices blanches. Tobshukan sortit, vêtu d'un cafetan bleu sombre cousu avec l'assurance d'un politicien, le tissu luisant de cet éclat que prend l'argent lorsqu'il se croit sacré. De la portière arrière émergea une femme dont la beauté avait la brutalité d'un gros titre, une robe à paillettes couleur d'hibiscus mûr, une coiffure lisse comme un miroir, un sourire entraîné pour des caméras inexistantes. « Famille », dit Tob, sa voix amplifiée davantage par l'arrogance que par les enceintes qu'il avait louées. « Voici son taux, la femme qui me complète. » C'était une phrase taillée pour une tribune, prononcée dans une cour saturée d'ancêtres. L'orchestre trébucha au milieu d'un morceau de Higlife. Un enfant laissa tomber une cuillère. 2 tantes inspirèrent si brusquement que cela ressembla à un sifflement. Son taux glissa vers l'avant et esquissa une révérence qui se voulait respectueuse mais qui était chorégraphiée comme une conquête. Même son parfum arriva avant son esprit, une note d'agrumes qui déclarait « J'ai ma place ici ». Nena ne tressaillit pas. Dans son école, le choc était un sujet privé. Elle posa le plateau avec le soin mesuré de celle qui pose une dernière brique. Ses yeux, stables comme des galets de rivière, considérèrent son mari, la femme, les caméras des cousins qui feignaient de consulter WhatsApp, puis se posèrent sur le vieil homme dans le fauteuil. Ses jointures veineuses, la peau de sa joue plissée comme de l'igname tendre. Le sourire du vieil homme s'était vidé pour ne laisser qu'une ligne fine et stupéfaite. « Papa, dit-elle doucement, laisse-moi te chercher ton châle. » L'air du soir fraîchit. Elle drapa le tissu sur ses épaules, embrassa son front et, le temps d'un battement de cœur, laissa sa paume y reposer comme pour y inscrire une prière que ni l'orgueil ni la douleur ne pourraient effacer. Lorsqu'elle se redressa, l'air lui-même sembla se dresser avec elle. Elle se tourna vers la maison, non pour se cacher, mais pour préparer une fin. Certaines sorties se font avec des pas. Les plus mémorables commencent par une posture. Dans leur chambre, celle qu'elle avait agencée jusqu'à l'angle de la lampe de lecture, Nena se déplaça comme une femme remettant des clés à leur crochet. Elle ouvrit l'armoire sans se presser. La hâte est le costume de la panique, et ce soir, elle ne le porterait pas. Dans un petit sac de voyage, elle glissa 2 pagnes, un chemisier, ses affaires de toilette, un carnet dont les notes en marge pourraient, si nécessaire, devenir le mode d'emploi d'une nouvelle vie. Elle laissa les objets plus lourds, la porcelaine offerte par une tante qui aimait bruyamment. Le buste de lion en bronze que Tob insistait pour voir comme son symbole, la couverture de magazine encadrée où il souriait de travers, à l'époque où il n'était qu'un jeune intermédiaire. Elle fit glisser son alliance de son doigt et la posa sur la commode, sans drame, juste avec précision, comme on rend un livre à la bibliothèque. Le miroir, honnête comme le crépuscule, lui offrit un visage que les larmes n'avaient pas émietté. La dignité est étanche quand elle a été aguerrie par les tempêtes. En bas, la curiosité des cousins crépitait comme du papier d'aluminium dans un brasier. Son taux, sentant un vide et formé pour l'occuper, s'accrocha plus fort au bras de Tob. « Où va-t-elle » chuchota quelqu'un, de ce genre de chuchotement qui veut être entendu. Acheter de l'air, marmonna un autre cousin, un rire fusa et une honte mourut. Lorsque Nena réapparut avec son sac, les agents de sécurité ou des garçons qui la connaissaient comme « Madame », de la façon dont un fils connaît la démarche de sa mère se levèrent. « Dois-je arranger une voiture » demanda l'un d'eux. « Non, dit-elle. J'appellerai un chauffeur. »
Sur le seuil, elle marqua une pause, s'approcha de son beau-père et s'agenouilla. « Papa, merci d'avoir élevé une maison qui m'a donné un abri quand je n'en avais pas. J'enverrai Oignon à t'aider avec tes médicaments cette semaine. S'il te plaît, mange avant tes comprimés. » Le vieil homme, la voix fine comme un fil, essaya de l'appeler par le petit nom qu'il réservait aux saisons des récoltes. Ce ne fut qu'un souffle. Elle pressa sa main une fois suffit quand le langage est fatigué et se leva. Tob s'éclaircit la gorge, un politicien sauvant un programme. « Ne gâchons pas la soirée avec du théâtre, annonça-t-il, souriant assez fort pour faire mal à l'émail de ses dents. Les décisions d'adultes ne sont pas des scandales. Mais la concession avait ajusté son oui. Elle écoutait maintenant les non-dits. Tandis que Nena traversait la cour, l'orchestre, se souvenant de sa partition, tenta un higlife. Cela sonna comme une blague que personne ne trouvait drôle. Elle atteignit le portail. Le chauffeur qu'elle avait appelé arriva, une petite voiture qui ressemblait à un ami fidèle. Nena posa son sac à l'arrière et se glissa côté passager. Le portail pivota. Si quelqu'un avait regardé attentivement, il aurait vu que la nuit ne l'avait pas avalé. Elle lui avait cédé le passage. Certaines désertions ne sont pas des fuites. Ce sont des élévations. Le pouvoir a horreur du vide, et son taux avait été formé pour être l'air. Dès le matin, son rire avait appris l'acoustique de la salle à manger. Son parfum filait désormais dans les couloirs comme une signature. Une robe de chambre en soie, écarlate, indélicate, était accrochée à la porte de la salle de bain où vivait jadis un coton modeste. Elle supervisait le personnel avec l'entrain de quelqu'un qui croit que l'efficacité est synonyme d'appartenance. Des œufs, mais coulants, du piment, mais avec modération, des fruits, mais photogéniques. Elle prenait l'attention du père de Tob entre deux selfies, postait un boomerang filtré de mois dans sa story, Chef Sam, et stylisait sa révérence pour les domestiques d'une manière qui passait pour de la gentillesse si l'on plissait les yeux. Tob, ivre de l'écho de l'approbation, prenait le bruit pour de la normalité. Il se disait que la stabilité n'était qu'une question d'insistance sur la durée. Mais les maisons, elles, se souviennent. Lorsque son taux, fredonnant, s'aventura vers le petit salon intérieur, un lieu tapissé de photographies qui sentait légèrement le camphre, son pied s'arrêta 1 millimètre avant le seuil. Comme un oiseau s'arrête devant une vitre qu'il ne sait nommer. Le plus vieux portrait, sépia, sévère, l'observait depuis un mur lointain. Le grand-père de Tob dans une chemise amidonnée, le menton levé comme une boussole. À côté de lui, une grappe d'hommes en costumes élimés. Et dans le coin, presque coupé au cadrage, un garçon au sourire trop courageux pour la taille de ses chaussures. Un autre cadre. L'année où la famille revint du tribunal, titre foncier en main, les visages lasses mais illuminés. Le souffle de son taux se fit court, non de larmes, ni même de souvenirs, mais de cette reconnaissance que le corps garde pour lui jusqu'à ce que l'esprit soit assez poli pour écouter. Une domestique entra et la trouva en train de fixer le mur. « Madame, dois-je épousseter cela » demanda la jeune fille. « Laissez-les » répondit son taux trop vite, un tressaillement déguisé en ordre. Plus tard, seule, elle revint et photographia 2 des cadres, non comme une touriste, mais comme un détective sauvant des preuves d'un incendie. Au déjeuner, un oncle qui sentait le tabac et l'autorité lui demanda de quel village elle venait. Le sourire de son taux, entraîné, offrit une géographie assez vague pour être partout et nulle part. « Nous sommes voisins, dit-il, pour l'attester. »« Ah, le monde est petit, répondit-elle en esquivant. « Assez petit pour rembourser les dettes, murmura l'oncle dans sa noix de cola. Tob, inconscient, était en ligne avec des donateurs, recousant sa confiance au travers d'une conversation qui s'effilochait au bord. Dans l'après-midi, il demanda au maître d'hôtel de déplacer la photo de remise de diplôme encadrée de Nena du couloir vers la chambre d'amis. Le steward obéit, mais appuya le cadre derrière une chaise, et non sur un mur, comme si la maison résistait à l'effacement d'une femme qui avait mémorisé son battement de cœur. Vers le soir, son taux repassa devant le salon intérieur. Elle n'entra pas. Certaines portes restent closes parce qu'elles sont verrouillées, d'autres parce que les franchir reviendrait à se rencontrer soi-même. Le crépuscule arriva drapé dans son pagne couleur de cendre, et avec lui l'odeur de la pluie marchandant avec la chaleur. Le vieil homme, chef Noidanobi en public, Papa Tob pour les intimes, Odugu pour les amis qu'il avait vu s'extraire de la faim, demanda à être conduit dehors en fauteuil roulant. Il préférait saluer les moustiques à ses propres conditions. Son taux, efficace, vérifia ses pilules, les compta trop bruyamment,
puis ajusta sa couverture comme on borde un dossier. « Tu es gentille, dit-il, et les compliments sonnèrent comme un test. Une bonne fille c'est quand un père a besoin de silence. » Elle rit, ne comprenant pas. Tob arriva avec 2 conseillers en lin et haut de Cologne, des hommes qui croyaient que gagner consistait à rester au téléphone assez longtemps. Ils parlaient des délégués comme de la météo, indisciplinés mais prévisibles. Le vieil homme regarda la bouche de son fils bouger et y vit non pas des mots, mais le souvenir d'un garçon qui avait pleuré un jour parce qu'un cerf-volant qu'il avait construit refusait d'obéir au vent. « Tob, dit-il finalement, une maison n'est pas un bureau de campagne. » Tob sourit de ce sourire qu'il a quand les aînés disent des choses qui ne rentrent pas dans un tableau Excel. « Papa, les temps ont changé. » La main du vieil homme, veinée comme une carte de rivière patiente, trembla. Il demanda de l'eau, but une gorgée, puis, comme un générateur soupirant avant l'obscurité, s'effondra. La tasse tomba, un cliquetis qui résonna bien plus fort qu'il n'aurait dû. Son taux hurla. Une domestique courut, quelqu'un composa un numéro. Quelqu'un pria dans une langue faite pour les urgences. Le chauffeur lança le SUV vers le portail, comme si l'urgence était une vitesse que l'on pouvait enclencher. À l'hôpital, mur blanc dans un fuseau horaire différent, les moniteurs écrivaient des hiéroglyphes qu'aucun d'eux ne pouvait lire. Le médecin, tout en ouverture et en calme, dit « Nous l'avons stabilisé », puis ne dit rien, car parfois le silence est le seul pronostic honnête. Lorsque les yeux du vieil homme papillonnèrent pour s'ouvrir, ils ne voyagèrent pas. Ils visèrent, comme une flèche après un long arc, vers son dos. « Cette fille, » râla Théil, tirant sur son souffle comme sur une corde. « Elle n'est pas celle que vous croyez. » La phrase s'effondra à mi-chemin, mais son ossature demeura. Sur le chemin du retour, Tob essaya de recouvrir la peur avec de la logistique, augmenter la sécurité à la maison, reporter le petit déjeuner des parties prenantes de demain, rédiger un communiqué mentionnant la santé familiale sans ressembler à une brochure funéraire. Son dos fixait à travers la vitre les lampadaires drapés de poussière d'harmattan. Sur ses genoux, son téléphone vibra, un message d'un numéro enregistré sans nom, « Tu es proche de la pièce. Ne l'ouvre pas tant qu'il n'a pas fini de s'autodétruire. » Elle verrouilla l'écran et resta très immobile, comme le font les patients avant qu'une infirmière ne perce une veine. Derrière eux, la sirène de l'ambulance s'amenuisait, emportant avec elle l'illusion que le temps, lorsqu'on le poursuit, peut toujours être rattrapé. Dans l'allée, Tob expira et se dit que la nuit pouvait encore être réparée. Il ne remarqua pas que la maison avait appris un nouveau son, le calme qui suit un avertissement. Le matin apporta l'odeur désinfectée de la conséquence. Le personnel se déplaçait plus doucement, comme si le bruit risquait de heurter le fragile battement de cœur du vieil homme à l'hôpital. Tob organisa une brève réunion avec ses principaux soutiens politiques dans le bureau. Ils arrivèrent avec les visages polis que les hommes portent lorsqu'ils calculent leur sortie. Au milieu du briefing, le maître d'hôtel annonça une visiteuse avec une sorte de neutralité prudente qui disait ne tirez pas sur le messager. Néna entra, non pas dans la colère, ni même dans le chagrin, mais dans un sang-froid si absolu qu'il força la pièce à se présenter à son propre reflet. « Bonjour, messieurs, dit-elle, et le mot messieurs sonna à la fois comme une salutation et un audit. J'ai apporté la liste des médicaments de papa et la fiche diététique sur laquelle le cardiologue a insisté. Veillez à ce que le cuisinier la suive à la virgule près. » Elle posa les documents sur le bureau, ne croisa le regard de personne trop longtemps, et se tourna pour partir. Mais avant d'atteindre la porte, elle dériva ou elle n'ira pas, elle dériva vers l'étagère où Tob gardait les dossiers trop sensibles pour des mains maladroites. Sociétés écrans déguisés en cabinets de conseil, mémorandums qui ressemblaient à des faveurs mais sentaient la facture, correspondance avec des présidents qui oubliaient leur éthique dans les halls d'hôtel. Son doigt effleura une tranche, tapota 2 fois un dossier bleu, comme on frappe à une porte de l'autre côté, puis se retira. « Papa aime son thé léger l'après-midi, dit-elle au maître d'hôtel. Trop de tanin lui donne le vertige. » L'un des soutiens, un homme au ventre battu sur du vent, s'éclaircit la gorge comme pour éjecter de la poussière. « Madame, nous souhaitons un prompt rétablissement au chef. »« Merci, » dit Néna, et le merci était si égal qu'il résonna en écho. Elle quitta la pièce en laissant une légère odeur de savon au citron et d'inévitabilité. Les soutiens se regardèrent comme le font des soldats lorsqu'une nouvelle carte suggère que leur camp se trouve en territoire ennemi. À la banque, plus tard ce jour-là, Tob découvrit une chose curieuse. Un responsable de la conformité qui avait l'habitude de le saluer comme un oncle le saluait maintenant comme un manuel de procédure. Un virement qui autrefois volait comme un faucon se dandinait désormais comme un canard.
Et dans un bureau vitré, Nena était assise avec un directeur principal, une tasse de thé à la main, sa posture effectuant ce genre d'arithmétique qui ajuste la propriété sans changer les meubles de place. Elle le vit, bien sûr, car les reines voient tout, et inclina la tête d'une fraction, une reconnaissance qui n'était pas une concession. Il s'approcha, tenta la fermeté, atterrit sur la familiarité. « NNE », dit-il, déployant le surnom qu'on utilise quand on veut que l'histoire fasse le gros du travail. « C'est inutile. »« Qu'est-ce qu'il est ?» demanda-t-elle, et il est des questions qui sont des poignards enveloppés de velours. « Le théâtre », dit-il en désignant son thé, le directeur, l'échiquier invisible. « Oh » répondit-elle doucement. « Je ne fais pas de théâtre. Je fais des sorties. » Lorsqu'elle se leva, le directeur se leva. Lorsqu'elle partit, la pression atmosphérique de la banque sembla changer. Tob se dit que l'argent le respectait parce que l'argent respecte la confiance. Mais même l'argent, cette divinité des beaux jours, c'est quand une maison a changé de Dieu. La nuit drapa la concession dans ce calme lourd de Lagos qui n'est pas vraiment du calme, les générateurs ronronnant comme des chats en cage, les klaxons lointains des danfos toussant des rappels que la ville refuse de dormir, et son taux rôdait dans le couloir de l'étage avec une agitation qui faisait cligner des yeux les tableaux. Elle avait essayé de lire, essayé de prier une prière à laquelle elle ne croyait pas, essayé de convaincre son pouls que le contrôle est un choix. Rien n'obéissait. Son téléphone vibra, un tambour silencieux contre sa paume. Le numéro était enregistré sans nom, de la façon dont on étiquette une plaie qu'on a l'intention de rouvrir plus tard. Elle répondit sans dire allô, car certaines relations sont déjà dans la pièce avant même qu'on y entre. Des progrès, demanda la voix, profonde comme une rivière et sans sucre. Il a humilié sa femme devant son père, chuchota TL, s'inclinant vers la fenêtre où le frangipanier exhalait un souvenir. Bien, dit la voix, et même ce bien ressemblait à une contusion. Elle aurait pu mettre fin à l'appel là, classer la mise à jour sous la rubrique « Victoire ». Mais quelque chose dans la maison, peut-être le fauteuil couvert du vieil homme en bas, peut-être la photographie qui continuait de la regarder, la poussa à ajouter. Le père n'est pas idiot. Il a dit que je ne suis pas celle qu'il croit. Le silence voyagea sur la ligne comme un voleur prudent. Alors agis plus vite, répondit la voix. Tu as déjà traîné plus longtemps que ce que nous avons financé. Elle referma le téléphone d'un coup sec et fixa son reflet dans la vitre noire, des lèvres peintes pour la guerre, des yeux qui avaient appris la patience à l'école de la faim, une robe qui affichait le triomphe tout en cachant le tremblement. Elle pensa à la première fois qu'elle avait entendu le nom Noidanobi, prononcé dans la chambre de sa mère avec un tremblement qui sonnait comme une assiette fêlée, comment ce nom était devenu un repère dans sa vie, comme une rivière qu'on ne peut traverser sans se souvenir de qui s'y est noyé. Le plan avait été propre sur le papier, entrer, séduire, déstabiliser, documenter, détonner. Mais la réalité apporte ses propres motifs. Les maisons avec une histoire contaminent les complots avec de la mémoire. Elle se souvint du rire des enfants ricochant dans le couloir cet après-midi-là, un son si innocent qu'il plaidait pour la clémence sans en connaître le vocabulaire, elle se souvint de la peau du vieil homme, fine comme un hymne sous les lumières de l'hôpital, elle se souvint du calme de Nena, qui ressemblait moins à une reddition qu'à un tribunal où le juge est en retard mais où le rôle est plein. Plus vite, avait dit la voix. Mais quelle vitesse adopter dans une maison dont les horloges sont réglées par les ancêtres? Elle dériva vers le petit salon intérieur malgré elle, attirée comme une aiguille retourne au nord même quand la boussole est brisée. La poignée en laiton de la porte était fraîche, indifférente. À l'intérieur, l'air avait le goût de l'encaustique et des vieux coraux qui n'ont jamais trouvé de micro. Elle se dirigea vers le mur où les photos de famille formaient une rivière de visages. Elle traça la chronologie des yeux comme un détective lisant des aveux à l'envers. Là, encore, le cadre de l'année du litige foncier, le sourire qui n'atteignait pas les yeux d'un homme, le garçon aux chaussures trop grandes. Elle leva son téléphone et cadra soigneusement, non pas comme une touriste, mais comme un chirurgien sur le point d'extraire une balle sans tuer le patient. Sa main trembla une fois, se stabilisa, puis cliqua. Le son fut infime. Mais dans une maison qui écoute, même les petits sons gagnent des témoins. En bas, une domestique s'arrêta au milieu de son balayage. Sur le balcon, un garde leva les yeux instinctivement. À travers la ville, dans un bureau de banque où les jours sentent le tonneur et la tension, Nena referma un dossier et dit, presque pour elle-même, cela a commencé. Le matin adoucit la maison avec un cliquetis d'assiettes et l'opéra domestique de Jean feignant que la crise n'est qu'une autre tâche sur la liste. La mère de Tob, les cheveux attachés dans un foulard qui avait vu trop de prières, installa les enfants devant de la cara et du PAP,
jouant la carte de l'ordinaire comme antidote au scandale. La plus âgée, une fille aux yeux trop observateurs pour son âge, regardait sa grand-mère avec la patience d'un scientifique. Le plus jeune, un garçon qui avait hérité de l'appétit de son père et de l'émerveillement de sa mère, attaquait la cara comme s'il contenait des réponses. Quand leur grand-mère demanda s'ils avaient bien dormi, le garçon, la bouche pleine de beignets de haricots, hocha la tête, mais la fille dit. « Grand-mère, pourquoi maman marche-t-elle comme un secret qui se sait vrai ?» La question atterrit doucement, comme de la poussière d'harmattan, fine, inévitable, dangereuse pour les poumons. La grand-mère ravala son explication et attrapa une histoire à la place, car chez nous, quand la vérité refuse de s'asseoir, on lui apporte le tabouret du conte. Il était une fois, commença-t-elle, une rivière qui portait des bateaux et n'en noyait aucun, car elle aimait à la fois les poissons et les pêcheurs. Mais même les histoires plient sous le chagrin. La fille écouta, oui, car elle avait été élevée dans la politesse envers les récits, mais son esprit restait avec les pas mesurés de sa mère, la mâchoire serrée de son père, l'étrangère en rouge dont le parfum se disputait avec le savon de la maison. « Grand-mère » demanda-t-elle encore, quand la tortue eut appris l'humilité et que la rivière eut gardé ses bateaux. « Pourquoi maman n'est-elle pas en colère ?» La grand-mère sourit d'un sourire qui se souvenait de ses propres réparations. « La colère de ta mère ne crie pas, dit-elle, elle calcule. » Le garçon, peu intéressé par les noms abstraits, essayait de plier son akara en vaisseau spatial. « Est-ce que maman va rentrer à la maison » demanda-t-il. Et la gorge de la grand-mère, prise au dépourvu, la trahit par un tremblement. « La maison, dit-elle lentement, c'est parfois là où vit la paix, pas là où se trouve ton lit. » Les enfants traitèrent cela comme ils traitaient l'algèbre, conscients que le sens était présent, mais incertains de l'endroit où il se cachait. La fille rangea la phrase comme on glisse un billet doux dans un manuel qu'on lit vraiment. Plus tard dans le jardin, leur père apparut, vêtu d'une décontraction qu'il portait comme un déguisement. Il s'agenouilla à leur hauteur, força la chaleur du politicien dans une voix de père. « Comment vont mes champions ?» Le garçon demanda s'il pouvait avoir un drone. La fille demanda si maman était en train de gagner. La question, petite et précise, perça quelque chose qu'il avait cuirassé de bravade. Gagner quoi? Tenta-t-il, cherchant à gagner du temps. Peu importe ce que c'est, répondit-elle, balayant d'un geste enfantin l'architecture de cette nouvelle étrangeté, le parfum en excès, les rires sans épaisseur, les absences inexpliquées. Il rit trop fort, de ce rire par lequel les coupables tentent d'étouffer une alarme incendie sous des plaisanteries. Les adultes sont compliqués, avança-t-il, une phrase qui sonne toujours comme des excuses dues à quelqu'un d'autre. Maman est occupée. La fillette l'observa comme sa mère observe des chiffres, doucement, minutieusement. Lorsqu'il s'éloigna, déjà happé par son téléphone, elle chuchota à son frère, « Maman ne crie pas parce qu'elle est sur le point de gagner. » Le garçon fit voler son vaisseau spatial à Cura dans les hibiscus et, l'espace d'une seconde, tout le monde plante, enfant, ancêtre accepta de prétendre que ce n'était qu'un jour comme les autres. À midi, le bureau s'était transformé en un petit théâtre où des hommes en l'inrespirant répétaient leur stratégie de sortie avec des sourires de façade. Tob se tenait en bout de table avec une pile de diapositives dont il n'avait nul besoin. Il aurait pu vendre de la pluie à des fermiers qui l'auraient applaudi en se faisant mouiller. Mais le charisme est une monnaie qui se dévalue avec le scandale, et aujourd'hui, sa monnaie ne pouvait même plus acheter un chewing-gum. Le premier investisseur, un homme dont la poignée de main était jadis un événement, prononça 3 fois le mot « volatilité », comme si la répétition pouvait blanchir la lâcheté en prudence. Le second s'enquit de « l'optique de gouvernance », un euphémisme si poli qu'il ne reflétait rien. Le troisième, le plus gros et donc le plus nerveux, toucha le dossier bleu sur l'étagère avec la distraction d'un homme qui teste la solidité d'une clôture. « Nous devons nous assurer que le front intérieur est aligné, dit-il finalement, évitant le mot plus simple, respectable. Tob afficha ce sourire d'entraînement qui fait ronronner les caméras, mais ses yeux, tels des courtiers, clignaient trop souvent. « Messieurs, dit-il, les adultes font des choix d'adultes. Les électeurs s'intéressent aux résultats, pas aux chambres à coucher. » Cela sonnait bien, comme un jingle de campagne joué dans une église. Mais cela ne prit pas. L'appel du président du parti arriva en pleine réunion, s'affichant sur le téléphone comme un verdict. Tob sortit pour répondre et revint avec des épaules qui avaient appris une nouvelle inclinaison. « Nous allons reprogrammer le meeting, mentit-il. Mais les mensonges ont une odeur, et la pièce plissa le nez. Quelqu'un évoqua des rumeurs. Un autre mentionna les gros titres.
Un autre encore ne dit rien mais jeta un regard lourd de sens vers la porte, un geste plus vieux que la politique elle-même. Les hommes commencèrent à s'évaporer poliment et des emails à envoyer, des épouses à apaiser, des vols à prendre et en 15 minutes, le bureau ne contenait plus que des restes d'eau de Cologne, une carafe de zobo suintante, et un homme qui avait toujours cru être l'âme de la pièce. Il se versa un verre qu'il ne but pas. Le zobo le fixait en retour, Bordeaux comme une blessure, doux comme un pot de vin. Il se remémora la phrase du président, « Contrôlez votre récit ou nous le ferons », et ressentit, peut-être pour la première fois, la petitesse d'un homme dont le pouvoir dépend du hochement de tête des autres. Il se tourna vers la bibliothèque, là où le dossier bleu vivait autrefois comme une bombe silencieuse, et découvrit le vide qu'il avait laissé, désormais comblé par un autre dossier qui s'alignait avec ses voisins avec un enthousiasme suspect. La panique n'est pas un feu d'artifice. C'est une allumette humide qui insiste pour faire des étincelles jusqu'à vous brûler les doigts. Il sonna le majordome, posa une question qui ressemblait à une accusation, et reçut une réponse qui ressemblait à un haussement d'épaule. « Madame est passée », dit le majordome, désignant Néna, car dans des maisons comme celle-ci, le titre de « Madame » appartient à la compétence, non à l'occupation. Elle a déplacé certaines choses pour les archives du chef. Tob dit merci comme les lions demandent pardon, mal, tardivement, sans conviction. Il appela la banque. Un responsable de la conformité le mit en attente avec une politesse qui sonnait comme un verrou. Il appela son taux, elle ne décrocha pas, une phrase que des mariages entiers ont été construits pour éviter. Il fixa l'espace que le dossier bleu avait autrefois réchauffé et comprit, confusément, qu'une maison peut se réorganiser elle-même avant de vous éjecter. La mémoire n'est pas linéaire. C'est un marché où le passé et le présent marchandent bruyamment le prix. Dans la chaleur de l'après-midi, alors que les générateurs bourdonnaient comme des abeilles fatiguées, un nom frappa au crâne de Tob, surgi d'il y a 20 ans. Okafor n'a dit, le fermier au front têtu et aux documents qu'il croyait capable de tenir tête à l'argent. Le terrain n'était pas grand. 10 parcelles assises comme des chèvres patientes au bord d'un projet de contournement routier, mais c'était une terre ancestrale, et les hommes visent mal lorsqu'ils tirent sur l'ascendance. Le jeune Tob avait été l'assistant de quelqu'un d'assez important pour déformer les cartes. Il avait appris comment convaincre des signatures de changer d'écriture, comment faire voir aux géomètres des rivières là où aucune ne coule, comment la revendication d'un homme peut être déclarée sentimentale et, par conséquent, économiquement offensive. L'affaire passa comme un bulldozer dans un sol meuble. Okafor protesta encore, puis, un après-midi pluvieux, dans ce genre d'accident que la gosse aime prétendre naturel, un danfo perdit ses freins, et l'homme dont la terre avait été volée mourut sur un asphalte qui ne connaissait pas son nom. Tob avait porté ce souvenir comme un soldat porte un caillou dans sa botte. Agaçant. Ignorable si l'on est occupé à conquérir. Les avocats classèrent l'affaire. Les règlements chuchotèrent. Les officiels trinquèrent dans des gobelets en plastique, et la ville construisit sa route pendant que les femmes apprenaient à détourner leur chagrin. Mais certaines parcelles de terre sont des tombes qui ont appris la menuiserie. Elles construisent des tables où votre avenir vous sera servi froid. Dans un dossier quelque part, peut-être le bleu, peut-être celui marqué, cousin mieux habillé, il y avait des lettres aux signatures penchant trop à droite, des reçus payés en liquide qui sentaient l'intérieur d'un tableau de bord, des photographies où l'on ne voit pas des visages, mais l'espace négatif où l'intégrité devrait se tenir. Et puis, il y avait cette rumeur qui n'avait jamais accédé au rang de preuve, que la fille d'Okafor, 12 ans et tout en coude, avait regardé les bulldozers depuis derrière un hibiscus, et n'avait rien dit parce que le monde lui avait appris que la voix coûte cher. Dans une banque à l'autre bout de la ville, où la climatisation ronronne avec une conscience d'entreprise, Néna buvait de l'eau et lisait une note dont les bas de page reconnaissaient cette vieille transaction foncière et traquait ses échos comme un chasseur lit l'herbe courbée. Elle ne planifiait pas de vengeance. La vengeance est bruyante, bâclée et attire les journalistes qui décrivent les femmes comme éconduites. Elle planifiait la sécurité. Celle des heures de sommeil du vieil homme, des trajets scolaires des enfants, des comptes qui ne devraient jamais se réveiller dans des pays étrangers. La note listait des sociétés qui ne fabriquaient rien d'autre que du déni plausible. Elle les reliait à des sociétés écrans au nom évoquant la pluie de l'après-midi. Elle indiquait qu'une certaine donation au parti de Tob avait été blanchie par un cabinet de conseil dont le bureau contenait 3 chaises et une photocopieuse aux opinions tranchées. Elle surligua 3 lignes, envoya un SMS à un avocat qui respecte les virgules, et ferma le dossier. Dans son esprit, la terre où un homme était mort se mesurait à nouveau, cette fois non pas en parcelles, mais en conséquences. Que le vent emporte ce qui est léger, chuchota T.L., un proverbe appris d'une grand-mère qui mettait sa sagesse dans la soupe au poivre.
Et que ce qui est lourd trouve le sol. De retour à la maison, où l'après-midi s'était replié en soirée comme un châle de prière posé sur une chaise, Shimuri, le jeune frère de Tob, archiviste de la famille et préposé aux sentiments inopportuns, erra dans le petit salon pour une commission que personne ne lui avait confiée. Il avait toujours aimé ce mur comme certains hommes aiment l'océan. Il le faisait se sentir à la fois petit et connecté. Il épousseta les cadres avec l'ourlet de son t-shirt, redressa celui qui pendait de travers à un clou tordu, puis remarqua quelque chose d'anormal. Deux des photographies portaient le fantôme d'une manipulation récente, des micro-rayures sur le verre, une trace ressemblant au remords d'une empreinte digitale, le plus infime des alignements que seul un homme cherchant l'alignement pouvait voir. Il se pencha. Le monde bascula vers une année particulière. Là, capturés dans le cadre qui avait commencé à hanter la maison, se tenaient leur grand-père et ses camarades après le jugement, les yeux brillants de ce genre de victoire qui nécessite du sommeil, et, coincé dans le bord, à moitié coupé, ce garçon au sourire courageux. Le visage du garçon, réalisa Shimuri avec une secousse qui réassembla ses côtes, faisait écho à un visage qu'il avait vu à l'étage, non pas en photo, mais en mouvement, dans la mâchoire serrée de son dos lorsqu'elle refusait une chambre, dans l'inclinaison de son sourcil lorsque les anciens tentaient de la bercer d'histoire pour obtenir son obéissance. La reconnaissance est une forme violente de mathématiques. Il sortit son téléphone comme on dégaine une épée et prit une photo, non pas parce qu'il avait besoin d'une autre copie, mais parce que parfois, les rituels modernes donnent du courage aux vieilles vérités. Il envoya un message à Nena, sans mots, juste l'image et un point d'interrogation, puis, le cœur battant comme un tambour parlant, il partit chercher son frère. Il trouva Tob arpentant le balcon, le téléphone pressé contre l'oreille, s'exerçant à la confiance face à un homme qui avait déjà décidé de ne plus le connaître. Quoi maintenant? Aboya Tob en voyant la photo. Shimuri ravala la vieille habitude de la déférence, celle qui se construit quand les grands frères vous apprennent à vous battre en vous laissant perdre d'abord. Qui est son taux? Demanda-t-il, et cela sonna comme une accusation que sa langue était fatiguée d'héberger. Tob rit, un rire mince comme du papier. Elle est l'avenir. De qui? Demanda doucement Shimuri. Le balcon saisit leurs mots et les laissa tomber soigneusement dans le jardin où les hibiscus, dans le commerce des ragots depuis l'époque coloniale, les classèrent sous la rubrique « Affaires à suivre ». Cette nuit-là, alors que la maison apprenait le mot nouveau de « planque », deux voitures tournant au ralenti au-delà du portail, des hommes en chemise bon marché prétendant que les moustiques sont un choix de vie. La réponse de Nena arriva sur le téléphone de Shimuri. Garde la pièce intérieure. Ne confronte personne. Documente tout. L'obéissance, en de tels moments, est une forme d'art. Il retourna dans le couloir, ajusta les cadres pour qu'il fasse face comme s'il se préparait à l'appel, et s'assit dans le vieux fauteuil bleu avec un carnet et le genre de stylo qu'on achète quand on soupçonne qu'on devra signer l'histoire. À l'étage, Sonto se tenait à sa fenêtre et regardait les ombres autour du portail s'étirer comme des mensonges lors d'une levée de fonds. Elle pensait aux mains de son père, calleuse, patiente, guidant les semis dans les trous, au jour où la route l'avait réclamé, au silence de sa mère, si total qu'il résonnait comme un exil. Elle pressa son front contre la vitre, froide, honnête, et se rappela la consigne, n'ouvre pas la porte tant qu'il n'a pas fini de se détruire lui-même. Au bout du couloir, dans une pièce éclairée seulement par l'écran d'un téléphone, Tob composait un tweet sur la résilience qu'il n'enverrait jamais. La maison, généreuse même envers les fous, leur offrit à tous le sommeil. Peu l'acceptèrent. Sonto avait maîtrisé l'art de la douceur comme une couturière maîtrise les patrons, mesurée, répétable, convaincante. Mais la douceur, lorsqu'elle est un déguisement, devient lourde à porter. Quelques semaines après le départ de Nena, son sourire commença à s'écailler comme de la peinture bon marché sous la pluie. Elle cessa d'appeler Tob « chéri » devant le personnel et se mit à aboyer des ordres brefs. Lorsque son téléphone sonnait à minuit, ce n'était plus sa voix qui l'apaisait pour dormir, mais sa voix exigeant des virements bancaires, des voitures, des assurances. Un après-midi, dans la même salle à manger où elle avait jadis gloussé dans son vin, elle repoussa une assiette et dit platement « Tu penses que tu me possèdes parce que tu m'as amené ici? Non, cette maison n'est qu'une salle d'attente et toi, tu n'es que le portier. » Tob la fixa, la bouche ouverte, comme s'il auditionnait pour des mots qui ne venaient jamais. C'était un homme habitué à ce que les maîtresses soient la flatterie incarnée, pas des menaces. Le changement ne perturba pas seulement lui, mais la maison elle-même. Le personnel, autrefois prudent autour de son parfum, entrait et sortait désormais sans attendre son approbation. Les enfants évitaient son regard comme les pigeons évitent les faucons. Même sa mère,
qui avait d'abord essayé de feindre la tolérance, commença à lui parler en proverbe yoruba qui signifiait le contraire de ce qu'il disait. Mais son ton n'en avait cure. Elle avait cessé d'essayer d'appartenir à ce lieu. La nuit, elle passait des appels à voix basse, arpentant le balcon. Des mots comme « document »,« exposition »,« preuve » s'échappaient dans l'air nocturne où les gardes changeaient de poste avec malaise au portail. Tob demanda une fois, trop nonchalamment, « À qui parlais-tu » Elle le regarda par-dessus le bord de son verre de vin, ses yeux comme des pierres trop polies. « À des gens qui savent qui tu es vraiment. » Ce fut la nuit où il réalisa que son taux n'était pas un ornement, mais une hache, et qu'elle avait déjà choisi son arbre. Le désespoir fit pousser des griffes en lui. Il essaya d'étouffer ses exigences avec de l'argent, mais elle le repoussa comme un chat s'ennuie d'une pelote de laine. Il essaya la romance, les fleurs, les dîners, les promesses. Mais elle rit, et ce rire ne portait aucune chaleur, seulement un avertissement. « Tu es à court de temps, Tob Chukwu », dit-elle un soir en retirant ses boucles d'oreilles comme on enlève la ponctuation d'une phrase. « Et quand ton temps sera écoulé, même tes affiches de campagne ne se souviendront plus de ton sourire. » Il resta éveillé longtemps après qu'elle se fût endormie, fixant le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de lui comme un vautour. Il avait pensé qu'amener son taux dans la maison de son père était un acte d'audace. Maintenant, il avait l'impression d'avoir importé son propre procureur. L'orgueil avait été autrefois son compagnon le plus bruyant, mais cette nuit-là, la peur tira une chaise et s'assit près de lui. Tandis que Tob luttait avec une maîtresse qui devenait lentement son geôlier, Nena bougeait avec le rythme de quelqu'un qui a mesuré les tempêtes avant qu'elles ne tombent. Elle visitait l'hôpital quotidiennement, assise au chevet de son beau-père, sa présence aussi stable que l'huile de palme dans un ragoût. Elle parlait peu, mais chaque infirmière commença à la traiter comme si elle était la véritable gardienne de la famille, et non l'épouse qui était soi-disant partie. Le soir, elle s'asseyait avec des avocats, des comptables et des banquiers, des hommes qui plaisantaient autrefois sur le nom de Tob, mais qui se retrouvaient maintenant à expliquer des bilans à sa femme avec un respect frisant la révérence. Calmement, avec des signatures pas plus bruyantes que des gouttes de pluie, elle transféra des titres, restructura la propriété et créa un mur légal autour de l'héritage familial. Elle ne prenait pas sa revanche. Elle prenait une assurance. Chaque document qu'elle signait était un reproche silencieux aux années passées à être ignorées. Pour chaque nuit où elle était restée seule pendant que Tob charmait des investisseurs, elle s'asseyait maintenant avec ces mêmes investisseurs qui trouvaient son sang-froid bien plus rassurant que ses promesses bruyantes. Pour chaque insulte murmurée lorsqu'elle questionnait une dépense, elle avait maintenant l'autorité de bloquer son accès au compte même qu'il affichait autrefois. « Madame, êtes-vous sûre de vouloir inclure cette clause » demanda un avocat une fois, pointant une ligne qui lui donnait le droit de dissoudre certaines sociétés. Elle sourit, une courbe douce vers le haut qui ne trahissait rien. Le chef mérite la paix dans ses vieux jours. La paix doit être inscrite dans la loi, pas obtenue par la prière. Ils hochèrent la tête, réalisant que derrière ses yeux calmes vivait un esprit plus tranchant que les machettes que leur grand-père avait portées. De retour dans son modeste appartement à l'autre bout de la ville, Nena gardait une vie simple. Elle cuisinait pour ses enfants, vérifiait leurs devoirs et riait avec eux comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Mais la nuit, quand la maison devenait calme, elle s'asseyait à son bureau, relisant de vieilles notes, traçant les motifs d'une trahison qui remontait bien plus loin que son mariage. Elle savait que son taux n'était pas un hasard. Elle savait que Tob n'était pas malchanceux. Et elle savait que lorsque deux tempêtes se préparent, la tempête d'un mari imprudent et la tempête d'une femme vouée à la vengeance, le sage n'essaie pas de les arrêter. Il prépare le toit, rassemble des provisions et attend. Les frères et sœurs Noadanobi avaient toléré l'arrogance de Tob pendant des années parce que son ambition apportait la richesse, et la richesse couvre bien des péchés. Mais amener son taux dans la maison de leur père avait déchiré le voile des excuses. Un soir, alors que la pluie tatouait l'enceinte de la maison, ils se réunirent au salon, 5 frères et sœurs adultes avec leurs propres cicatrices, mais unis par la honte. Shimuri, le plus jeune, parla le premier. « Tu nous as transformés en gros titres, dit-il, la voix tremblante. Les gens ne parlent plus de ta politique. Ils parlent de la femme que tu as paradée comme un trophée. » La sœur aînée, Adeyebi, qui élevait rarement la voix, ajouta « Nos enfants se font moquer à l'école. Sais-tu ce que cela signifie ? Tu as infecté même les innocents avec ton imprudence. » Tob, sur la défensive, croisa les bras et eut un sourire narquois. « Vous profitez tous de mon argent, et pourtant maintenant vous voulez me faire la leçon ?» Adeyebi se leva, les yeux flamboyants. « Nous profitions de la paix avant l'argent.
Nous profitions du respect avant la politique. C'est toi qui penses que la richesse achète le pardon. Le vieil homme, encore fragile mais présent dans son fauteuil roulant, leva une main tremblante. Sa voix était faible mais tranchante. Topchukwu, tu as apporté la honte sur ce nom. Et la honte est une dette qu'aucun argent ne paie. Les mots atterrirent plus lourdement que n'importe quelle gifle. Sonto, assise dans un coin, sourit faiblement comme si cette querelle de famille était la chanson qu'elle avait attendue des années pour entendre. Les frères et sœurs convinrent d'une ligne de conduite. Ils ne soutiendraient plus sa campagne, ne se tiendraient plus sur scène à ses côtés, ne prêteraient plus leur réputation à son image en ruine. Tu peux garder Sonto, dit amèrement Shimuri. Mais tu ne peux pas avoir notre nom. Tob sortit en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler les portraits au mur. Mais le tremblement était plus que du bois. C'était l'héritage lui-même qui échappait à son emprise. Seul sur la véranda, la pluie ruisselant sur son cafetan, il réalisa que pour la première fois de sa vie, ses frères et sœurs n'étaient pas juste en colère. Ils en avaient fini. Cela se passa tard une nuit dans le couloir de l'hôpital qui sentait le désinfectant et les prières silencieuses. Nena partait après avoir vu son beau-père lorsqu'elle trouva Sonto attendant dans l'ombre, les lèvres serrées, les yeux brillants comme un orage retenu par du verre. Nous devons parler, dit Sonto, sa voix dépouillée de toute prétention. Elles s'assirent dans une salle d'attente déserte, deux femmes liées par l'arrogance d'un seul homme. Sonto se pencha en avant, son ton plus froid que le sol carrelé. Savez-vous qui je suis? Nena ne répondit pas. Sonto sourit amèrement. Mon nom est Sonto Okafor. Mon père était l'homme que votre mari a détruit il y a 20 ans. Cette terre qu'il a volée, l'accident qui l'a tué. Ce n'était pas un accident. C'était l'argent du sang, et j'ai attendu le jour de ramener cela sur le seuil de cette famille. Le souffle de Nena se coupa, non de peur, mais de reconnaissance. Elle avait soupçonné, assemblé des fragments, mais l'entendre dire était comme entendre le tonnerre après avoir vu l'éclair. Sonto continua, sa voix se fissurant sous le poids des années. Je ne l'aimais pas. Je ne pouvais pas. Je voulais seulement franchir ses portes, m'asseoir à sa table et un jour, lui faire goûter l'humiliation qu'il a donnée à ma famille. Nena l'étudia calmement, comme un médecin étudie le dossier d'un patient avant de parler. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. Sonto rit, un rire dur et creux. Maintenant, je vois qu'il se détruit déjà lui-même. Ma vengeance est plus facile que je ne l'avais rêvé. Mais ne vous y trompez pas, madame, je ne m'arrêterai pas tant que son nom ne sera pas traîné dans la boue. Un moment, le silence s'étira entre elles, lourd de vérité. Nena se leva, lissant son pagne, sa dignité intacte. Sonto, la vengeance est un feu. Il vous réchauffe au début, puis il consume votre maison. Les yeux de Sonto brillèrent. La trahison aussi, madame. L'orgueil aussi. Et votre mari a choisi les deux. Sans un autre mot, elle s'éloigna, ses talons claquant comme des marteaux contre le carrelage. Nena resta assise longtemps, les mains jointes, l'esprit en tempête. Elle réalisa alors qu'elle et Sonto n'étaient pas ennemis, mais des lignes parallèles, toutes deux victimes de l'arrogance du même homme, portant toutes deux des cicatrices gravées par sa cupidité. Mais des lignes parallèles, bien qu'elles ne se rencontrent jamais, peuvent courir vers le même horizon de destruction. Tob se retrouva pris dans un cauchemar où chaque mouvement ne faisait qu'approfondir le piège. Son téléphone ne sonnait plus pour des opportunités, mais pour des avertissements, contrats retirés, membres du parti prenant leur distance, chuchotements de scandales fermentant dans la presse. Il confronta Sonto un soir, la voix haute, les poings serrés. « Que me fais-tu » Elle le regarda calmement, sirotant son verre. « Rien. Tu te le fais à toi-même. Je ne fais que documenter. » Son cœur s'emballa. « Si tu essaies de me ruiner. » Elle le coupa d'un rire assez tranchant pour découper l'ego. « Te ruiner ? Tu t'es ruiné le jour où tu as signé ces papiers, le jour où tu as poussé ce fermier dans une tombe, le jour où tu as traîné la dignité de ta femme dans la boue. Je n'ai pas besoin de te ruiner, Topchukwu. J'ai seulement besoin de tenir un miroir. » Paniqué, il appela Nena, suppliant pour une rencontre. Elle accepta, mais le rencontra dans un café public, où ses théâtralismes seraient contenus par la présence d'étrangers. Il supplia, la sueur trempant sa chemise, les mots tombant comme des pièces d'une bourse percée. « Je vais changer, Nena. Je vais arranger ça. Reviens juste. Aide-moi à contrôler cette tempête. »
Elle but son thé, le regard stable. Cette tempête? Tu l'as construite. Avec ton arrogance, tes mensonges, ta maîtresse. Je ne suis pas ici pour te sauver. Je suis ici pour m'assurer que tu n'entraînes pas le reste d'entre nous avec toi. Son calme était plus terrifiant que n'importe quelle colère. Il quitta le café se sentant plus petit qu'il ne l'avait jamais été, poursuivi non par ses mots, mais par son silence. De retour au manoir, son taux l'attendait avec un dossier dans les mains. « Signe ça, dit-elle. Il l'ouvrit pour voir un document lui accordant le contrôle sur l'une de ses entreprises clés. « Es-tu folle » aboya Théil. Elle se pencha plus près, son parfum épais, ses yeux impitoyables. « Folle ? Non. Déterminée. Si tu ne le fais pas, les papiers vont à la presse. Choisis vite. » Les mains de Tob tremblèrent. L'homme qui se croyait jadis intouchable se tenait maintenant à la merci de deux femmes, l'une qui refusait de le combattre parce qu'elle avait déjà gagné, et l'autre qui était entrée dans sa maison non comme une amante, mais comme une guillotine au mouvement lent. La panique n'était plus un visiteur. C'était son nouveau propriétaire. Le matin où le chef demanda à être conduit en fauteuil roulant dans le grand salon, la maison se mit au garde-à-vous comme si un tribunal avait été appelé à siéger. La lumière du soleil s'accumulait sur le sol en terrazzo comme de l'or patient. Le mur de photographie semblait se pencher pour écouter. Il s'assit droit, une couverture sur les genoux, de cette fragilité qui ressemble à du verre mais qui est, en vérité, de l'acier trempé. Les frères et sœurs formèrent un croissant autour de lui. Tob arriva en retard, son téléphone dans la paume comme un talisman qu'il ne pouvait se résoudre à empocher. Son dos se tenait sur le seuil dans une robe couleur de fin. « Apportez-moi le grand livre et le sceau familial, » dit le chef, la voix mince mais ciblée. Les papiers arrivèrent, le tonnerre silencieux des siècles enveloppé dans des signatures modernes. Il regarda Tob, et l'espace d'un battement de cœur, la pièce se souvint d'un garçon qui construisait autrefois des cerfs-volants avec des cahiers d'exercice et suppliait le vent d'avoir pitié. « Une maison, » dit le vieil homme, « s'hérite de trois manières, par le sang, par le labeur et par la conduite. Le sang t'a donné l'entrée, le labeur tu l'as sous-traité, la conduite tu l'as gaspillée. » Il se tourna vers Néna, qui était entrée sans cérémonie et avait pris une chaise derrière la coudoir comme un second prêt à stabiliser un vieux navire. « Ma fille, dit-il, et le mot enveloppa la pièce comme une bénédiction. Tu as maintenu cette maison debout quand ses piliers sont devenus orgueilleux. Tu as respecté notre nom quand notre fils le portait comme un bijou de pacotille. Aujourd'hui, pour le bien d'une paix qui peut être notariée, je te confère l'autorité sur les avoirs familiaux, avec des administrateurs pour superviser, et avec le droit de dissoudre toute firme dont le but est de blanchir la honte. » Des hoquets de surprise flottèrent comme de petits oiseaux. Le sceau rencontra le papier avec un baiser doux et irrévocable. Tob fit une embardée en avant, l'indignation fuyant son masque pour révéler la peur. « Papa, tu ne peux pas. » Le chef leva une main. « Je peux. J'aurais dû le faire le jour où tu as pris les applaudissements pour de l'approbation. Assieds-toi. » Puis il s'adressa à la pièce qui faisait semblant de ne pas respirer. « Nous n'amputerons pas une fille pour accommoder une étrangère, dit-il, les yeux se posant brièvement sur son dos. Ni ne persécuterons une étrangère pour compenser les péchés d'un fils. Ce qui est dû à la justice, nous le donnerons à la justice. Ce qui est dû à la miséricorde, nous le gagnerons par le repentir. » Il toussa, de cette toux qui sonne comme un sablier perdant patience. « À partir d'aujourd'hui, nos comptes sont sous tutelle. Nos chèques de campagne ne passeront que si l'éthique passe d'abord. Nos portes fermeront la nuit pour protéger les enfants du climat des adultes. » Il signa les instruments de fiducie. Le stylo trembla, mais la ligne ne rompit pas. Quand ce fut fait, il s'affaissa dans le fauteuil, épuisé et soulagé, comme un homme qui avait enfin posé un sac qu'il portait depuis 7 décennies. Dehors, un vent traversa le jardin, et les hibiscus hochèrent la tête comme si le traité les incluait. Ce soir-là, le manoir découvrit un nouveau mot de vocabulaire, absence. L'armoire de son taux bâillait d'un vide net et chirurgical. La robe de soie partie. La robe rouge manquante à son crochet. Les chaussures, témoins muets alignés en rang, maintenant brisés par l'évasion. Sa coiffeuse ne sentait plus les agrumes et les projets. Son flacon de parfum gisait sur le côté comme une phrase terminée. Sur le lit, aussi précise qu'une note de service, elle avait laissé une unique enveloppe brune pour Tob.
À l'intérieur, des copies de virements bancaires routés par des cabinets de conseil qui ne conseillaient jamais, des photographies d'une nuit, 2 ans auparavant, ou des enveloppes changées de main comme une communion, une déclaration dactylographiée adressée à un journaliste dont le nom portait l'odeur musquée des récompenses. Sur un post-it, une ligne d'une main aussi stable que sa résolution, « Je voulais te ruiner, mais tu le fais plus vite. » Considère ceci comme un compte à rebours. Il n'y eut pas de théâtre, pas d'adieu, pas de rouge à lèvres éparpillé pour marquer une sortie. Seulement des preuves, organisées comme une exposition d'art à laquelle un juge assisterait. La panique s'envola à travers Tob comme des oiseaux après un coup de feu. Il appela. Le téléphone resta froid. Il conduisit jusqu'à l'appartement qu'il avait loué pour elle des mois auparavant. Le concierge, soudainement plein de principes, n'avait jamais entendu parler de lui. Il vérifia auprès de l'homme de main qui avait l'habitude de faire disparaître les choses. L'homme de main, soudainement pieux, ne décrocha pas. La ville semblait s'éloigner de lui d'un demi-pas. Comme le font les foules quand un combat qu'elles aimaient regarder est sur le point de répandre du sang sur leurs chaussures. Chez lui, il déchira l'enveloppe à nouveau comme si une seconde lecture pouvait changer la culpabilité. Chaque page ressemblait à un miroir tenu sous des angles cruels. Il envisagea une contre-attaque, appeler un blogueur, faire fuiter une distraction, inventer un scandale avec un rival. Mais même son imagination habituée à se frapper la poitrine savait que ce n'était pas le genre de feu qui meurt quand on tape dans ses mains. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel où la climatisation bourdonnait comme une complice, Sonto était assise en tailleur sur le lit avec un téléphone moins cher et une liste plus coûteuse. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Entrer dans la maison qui avait volé, planter une maladie de doute, et ressortir avec la preuve pour amputer ce qui prétendait encore être propre. Pourtant, le triomphe avait un vague goût de cendre. Elle se rappelait la main veineuse du vieil homme sur une couverture, la question de la petite fille sur la colère silencieuse de sa mère, les domestiques qui avaient appris à annoncer sa présence sans se détester eux-mêmes. La vengeance est un régime qui apporte une minceur rapide puis mange le muscle. Elle fixa le dernier point sur sa liste publier ou attendre et ne fit rien, non par pitié, mais parce que l'attente peut aussi être une arme. Dans l'écran noir de la télé, son reflet posa une question fatiguée, quand il tombera enfin, le trou se refermera-t-il? Elle éteignit la lumière et laissa l'obscurité répondre par le silence. Après le départ de Sonto, un calme s'installa, qui n'était pas l'apaimer le souffle qu'un boxeur prend entre deux coups. Les couloirs semblaient plus clairs, les horloges plus bruyantes, le personnel plus léger dans ses pas, et pourtant chaque amélioration de la qualité de l'air rendait les poumons de Tob plus solitaires. Sa mère recommença à fredonner des hymnes qui négociaient avec le chagrin. Les enfants revinrent, tissant leur rire à travers des pièces à qui l'on avait appris à tressaillir. Nena allait et venait selon un emploi du temps qui refusait tout commentaire, ramenant le vieil homme de l'hôpital vers un salon qui avait été épousseté, comme si hier s'était excusé. La maison commença à réapprendre sa vieille étiquette. Les portes se fermaient doucement, les repas étaient servis à l'heure, les prières étaient dites sans être postées en ligne. La pièce intérieure, autrefois évitée, accueillait les pieds comme un sanctuaire qui pardonne aux pèlerins leur absence. Les portraits semblaient moins jugeants sous le nouveau vernis. Pour Tob, le vide s'annonçait par des humiliations pratiques. L'équipe de sécurité réduite à l'essentiel, en attente de conformité. L'application bancaire le bloquant de comptes qu'il avait jadis ouverts d'un clin d'œil. Les hommes du parti répondaient aux appels par des textos, aux textos par des points de suspension, aux points de suspension par rien du tout. Un chauffeur qu'il avait pour boire comme un roi bienveillant testait un poste avec quelqu'un dont la conscience avait moins de bosse. Le jardinier le saluait, « Hein, monsieur », sans l'ancien tremblement de crainte. Il découvrit que le pouvoir n'est pas une possession mais un bail, manquait 3 paiements de respect, et la réalité reprend les clés. Dans le bureau, le vieux fauteuil bleu où Shimuri veillait désormais sur les papiers de famille refusa le poids de Tob. Pas de malédiction, pas de drame. Il était simplement devenu plus confortable sous la conscience de quelqu'un d'autre. Nena, prenant soin de ne pas jouer à la sainte, déclina le drame du réemménagement immédiat. Elle établit la routine des enfants comme une trêve. L'école ici, le dîner là, les week-ends avec les grands-parents. Elle supervisait le personnel avec des instructions audibles pour qu'aucune rumeur ne puisse qualifier son soin de conquête. La nuit, quand elle s'attardait pour vérifier la tension du chef ou ajuster un châle, elle passait devant la porte de la chambre qu'elle avait autrefois décorée et n'entrait pas. Non par obstination, mais parce que rentrer sans réparation est une invitation à la moisissure. Une fois, sur la véranda, elle trouva Tob debout comme un homme condamné à se souvenir.
Il commença un discours qu'il n'avait pas assez répété. Elle leva une paume. Ne dévalorise pas l'épuisement avec des promesses, dit-elle, les yeux fatigués mais brillants. Ta panique est la tienne. Ma paix est la mienne. Laisse la maison respirer. Et parce qu'il manquait enfin d'oxygène, il la laissa. L'excuse commença sur une scène, car les hommes comme Tob croient que la rédemption nécessite une amplification. Une assemblée publique avait été organisée, un maître de cérémonie sympathique engagé, une chorale recrutée pour vaporiser des narrations d'humilité entre les segments. Il entra vêtu d'un cafetan aux couleurs sourdes qui criait « J'ai appris » et prit le micro à deux mains comme s'il rendait une arme. Les caméras se penchèrent en avant. Les téléphones s'élevèrent comme un champ de fleurs métalliques. Il parla de pression, d'ennemis, de turbulences domestiques, comme si la turbulence était une personne qui était montée dans son cockpit sans invitation. Il mentionna Dieuto et la responsabilité tard. Il fit un geste vers son cœur, un mouvement qui l'avait fait élire à tout ce qu'il avait jamais voulu. Et puis, parce que le scénario exigeait du sang, il s'agenouilla. Les applaudissements arrivèrent, confus mais dévoués. Le sourire du MC était une facture. Et puis, comme un chapitre insistant pour être écrit, Nena se leva dans le public. Rien de dramatique, pas de bande-son, pas de claquement de mains, seulement une femme qui avait jadis mémorisé l'emplacement de chaque interrupteur se tenant sous trop de lumière. Elle ne prit pas le micro. Elle utilisa sa voix. Tu demandes un pardon public pour une cruauté privée que tu n'as pas encore confessée à ceux que tu as blessés, dit-elle. La salle s'agita. Tu as brisé une alliance et appelé cela l'âge adulte. Tu as blanchi la honte en la qualifiant de choix. Tu as humilié les anciens et nommé cela modernité. Et maintenant tu t'agenouilles parce que l'image aime les genoux. Elle se tourna légèrement vers la foule. Le pardon n'est pas une mise en scène. C'est une peine purgée. Le silence pressa la pièce jusqu'à sa taille réelle. Tob resta à genoux, découvrant, peut-être pour la première fois, que la posture, sans prestance, n'est que du mobilier. Plus tard, dehors, là où la poussière aime s'attacher aux récents humiliés, il essaya à nouveau. L'excuse privée, la supplique d'homme à femme, le répertoire d'un genre qui a sous-traité l'introspection au grand geste. NNE, j'irai en thérapie. Je rendrai ce que j'ai pris. Je vais. Tu vas vivre avec toi-même, l'interrompit-elle doucement. Il cligna des yeux, ne comprenant pas, c'est la chose la plus difficile que tu feras, continua-t-elle. Pas les pleurs. Pas les déclarations. Vivre avec toi-même quand les applaudissements sont rentrés chez eux et que les lumières s'éteignent. Si tu peux faire cela sans entamer une nouvelle performance, alors un jour, tu seras peut-être assez sûr pour t'asseoir près de notre paix. Elle le laissa là, non pas abandonné. Il était entouré d'assistants et de caméras, mais seul de la seule manière qui éduque les hommes comme lui. Non filmé. Le temps, enfin, fit ce que les sermons ne pouvaient pas. Il rendit le bruit embarrassé de lui-même. Les bannières de campagne s'enroulèrent sur les bords et furent remplacées par les visages d'autres hommes. L'économie du ragot passa à de la viande plus fraîche. Le chef apprit à refaire la sieste au soleil. Les enfants apprirent une nouvelle arithmétique où l'amour est une constante et l'adresse une variable. Le personnel réapprit la fierté d'un travail qui ne nécessitait pas de marcher sur la pointe des pieds autour des colères. La maison s'installa dans un rythme modeste, le genre qui ne fait pas le buzz mais qui guérit, ponctué par des repas pris sans commentaire et des soirées où les grillons surpassaient les télévisions. Les photographies de la pièce intérieure observaient avec cette suffisance patiente que seuls les ancêtres peuvent porter. Nous vous avions dit que la conduite est une architecture. Quant à son taux, la ville entretenait des mythes concurrents. Qu'elle avait fui à l'étranger. Qu'elle avait épousé un homme calme à Enugu qui vend des générateurs et écoute bien. Qu'elle est bénévole le week-end pour apprendre aux filles à rédiger leurs propres procès-verbaux. Dans les réunions, les hommes croient encore posséder. Ce qui était certain, c'était ceci, le dossier qu'elle portait n'avait jamais explosé, et pourtant il brûlait. Une braise logée dans la gorge des futures affaires de Tob. Quand s'enflammerait-il? L'incertitude faisait le lent travail dont rêve la punition. Certaines nuits, quand le sable de l'harmattan écrivait des phrases anciennes sur sa fenêtre, il imaginait un gros titre et se réveillait en sueur, prêt à se lire. Il apprit à éviter les miroirs au crépuscule. Ils disent la vérité à ce moment-là. Nena ne devint pas une sainte. Elle devint spécifique. Elle bâtit une petite fondation d'habitude plutôt qu'une fondation avec une plaque. Elle enseigna à ses enfants la différence entre excuse et permission.
Elle emmenait le chef à la clinique le mardi. Elle fréquentait un club de lecture qui sentait le zobo et le papier. Certains après-midi, elle s'asseyait sur la véranda, regardant la lumière peigner le jardin, et ne pensait pas à la guerre gagnée, mais au temps survécu. Si les auditeurs avaient besoin d'une dernière ligne, c'était celle-ci: l'orgueil pense que la punition est un événement. La sagesse sait que la punition est un climat. Tob vivait sous ce climat désormais, non pas noyé, non pas foudroyé, simplement mouillé chaque jour par une bruine nommée conséquence. Tandis que la femme qu'il avait jadis essayé de réduire au silence portait le silence comme une ombre, et continuait d'avancer.